qui se passe? L'article 220 n'est pas verrouillé. L'article 220, c'est un verrou placé dans la Constitution. Mais cet article lui-même n'est pas verrouillé. L'article 220. Parce que certains disent qu'on peut réviser l'article 220. Oui, l'article 220 n'est pas verrouillé. C'est les matières contenues dans cet article. L'article 220, c'est un verrou placé à la Constitution qui verrouille les articles. Parce que là, il faut qu'on fasse la nuance. Alors, quels sont les articles qui sont verrouillés dans la Constitution? Je prends par exemple l'article 1er, la forme républicaine de l'État. Donc, on ne peut pas toucher à l'article 1 de la Constitution. L'article 1 de la Constitution ne peut pas être touché. C'est ça la philosophie du droit. Donc, les débats ne peuvent pas être autour de l'article 220. Les débats, c'est autour des articles qui sont verrouillés par l'article 220. Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver dans ces grands rendez-vous en jeu et je profite de cette occasion pour vous souhaiter une heureuse fin de l'année parce que c'est déjà les mois de décembre, l'actualité ou les enjeux au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo restent dominés par le débat autour de la révision, du changement ou pas de la Constitution parce que l'opposition, ou je dirais plutôt les anti et les pro-changement de la Constitution se regardent en chien de faïence, un véritable bras de fer qui dit mieux. L'avenir peut-être nous dira plus d'ici peu. Mais ensemble avec moi, découvrons d'abord notre invité. Je suis Olivier Sambaï, doctorant en philosophie, enseignant à l'université de Kinshasa, coordonnateur des cercles axiologiques, philosophe de surcroît. Alors, en tant qu'ASBL cercle axiologique, luttant contre les antivaleurs sous toutes ses formes, militant pour l'instauration des valeurs dans tous les secteurs de la vie nationale et travaillons dans le but de réaliser l'alliance entre la science et la politique, ce qui nous permet de faire des propositions sur des questions politiques d'actualité et d'apporter la touche philosophique sur tout ce qui est actualité politique, socio-économique et faisons des propositions en tant que notes techniques aussi qu'on peut présenter aux autorités politiques pour que la gestion de la chose publique soit rationnelle et efficiente. Vous l'avez découvert, et oui, c'est bel et bien Monsieur Olivier Sambaï, les philosophes. Bienvenue. Merci, Sir John, pour cette rencontre qui va nous permettre de parler de la philosophie du droit. Et je te présente les vœux les meilleurs des fins d'année, souhaitant que les temps qui restent soient favorables pour nous tous. Merci pareillement. Merci. Les pour, les anti, changement ou révision de la Constitution, de quel côté peut-on situer les philosophes Olivier Sambaï? Ni à gauche ni à droite, au centre. Non mais même la Bible nous interdit, hein. Il ne faut pas être ni chaud ni froid. Hein. Je ne suis ni Sinon Dieu va vous mi figue, mi raisin. Non, si c'est une matière qui n'est pas ecclésiastique. C'est une matière. Non mais ça peut nous inspirer. Oui, exactement, ça peut inspirer comme vous le dites, mais dans un contexte comme celui-ci, il faut être très prudent quand il s'agit de faire recours à la raison. Parce que, comme dit le philosophe, dans une question comme celle-ci, il faut être très prudent du fait que les droits constitutionnels et
scientifique, mais les orientations sont politiques qui ouvrent la voie à la subjectivité. Et moi, je n'aimerais pas avoir des orientations politiques ou politiciennes. J'aimerais présenter une analyse scientifique. S'il faudra parler révision, quels seront les avantages et les désavantages, et quand il faut les faire et pourquoi ne pas les faire, je les présenterai. S'il faut parler changement, quels sont les avantages ou désavantages du changement, quels sont les préalables à remplir. Et ça permettrait à l'autorité politique de prendre... J'apprécie l'approche. Allons-y. De prendre position. S'il voudra changer, quels sont les préalables à remplir. Parce que, attention, l'autorité politique, une fois la décision est prise, il faut carrément encadrer ou orienter la décision. Il arrive que parfois c'est très compliqué de comprendre que la décision, quand elle est prise, et souvent on dit que le chef de l'État est mal entouré, peut-être parce que quand il prend la décision, on ne sait pas l'encadrer. La décision peut être prise avec une approche scientifique, philosophique, présenter les bienfaits et les mauvais côtés de la décision et orienter en présentant les préalables qui doivent être remplis. Et là, en toute responsabilité, l'autorité politique va prendre des dispositions qui sera rationnelle, certainement, en ces moments-là, et réfléchir tout en sachant exactement là où je veux, la voie que je vais prendre. Je ne serai pas surpris parce que je vais rencontrer ceci au bout du chemin. Et si je ne prends pas cette voie, la voie que je vais prendre, voilà ce que je vais rencontrer. Et là, la décision est prise en toute responsabilité. C'est l'exercice que le cercle axiologique mon espèce et moi-même, en tant que philosophe, je peux m'accorder. Donc, en fait, dans ces débats, vous servez des lumières. Exactement, j'apporte la lumière. Sir John, vous savez, la philosophie joue deux rôles. La philosophie est représentée comme un coq, en même temps comme une chouette. Alors, en tant que coq, elle chante pour réveiller les pensées qui dorment, pour réveiller la société qui dorme, pour réveiller les côtés intellectuels dormants des citoyens au sein de la société. Et là, elle entre directement dans la situation pour alerter, pour présenter les choses telles qu'elles se présentent en donnant l'orientation. Mais elle est aussi représentée comme chouette de Minerve qui prend son envol à la tombée de la nuit. En ce moment, elle vient réévaluer les résultats des données qui sont présentées afin qu'elle puisse donner exactement la voie à suivre par rapport à ce qui est présenté pour dire non, ce que vous avez présenté n'est pas correct, ceci est correct, pour orienter toujours la voie. Donc la philosophie joue le rôle d'orientation, de recadrage, ainsi que des conseils. C'est ce que fait la philosophie. Pourquoi on a parlé des cercles de lumière? Ce sont des gens qui ont apporté la lumière. Charles de Montesquieu n'a pas imposé les autorités politiques de se conformer à ce qu'elle avait proposé comme séparation du pouvoir. C'est juste un conseil, il a réfléchi et ça a apporté la lumière. Mais il y a des gens aussi qui refusent la lumière, qui préfèrent rester dans les ténèbres. Lorsque la philosophie apporte la lumière, l'éclairage, vous voulez la lumière, oui, vous suivez la voie du philosophe. Charles Montesquieu, on a tous suivi sa voie. Voilà comment les sociétés modernes sont organisées aujourd'hui. Donc nous aussi par rapport à cette question, je ne peux pas me taire moi philosophe. Je n'aimerais pas être un résigné réclamant, j'aimerais être quelqu'un qui apporte ce que je puis auprès des autorités. Parce que nous faisons ce que nous pouvons. Des écrits sont là, on écrit, il y a des philosophes qui écrivent. Gomabinda a écrit, il construit notre république. Ce sont des écrits. Nous-mêmes, nous avons écrit la philosophie du développement, l'institutionnalisation de la technoscience. Nous faisons ce que nous pouvons. À celui-là qui va comprendre que c'est la lumière que nous apportons, récupérer et mettre en pratique. Et ce n'est pas nous prendre, nous, pour être aux côtés des politiques. Alors, quelle est la lumière maintenant sur cette question houleuse du changement ou pas de la constitution en RDC? Alors, la lumière que nous pouvons apporter à cette question qui fait couler dans encre et salive, chaque semaine on en parle et je pense qu'on en parlera jusqu'à ce que nous aurons soit révision, soit changement. Mais au stade actuel, nous ne parlons plus de l'idée de la révision parce que ça a déjà pris une autre voie. C'est l'idée du changement. Il n'y a plus de doutes. Il n'y a plus de doutes. Alors, j'aimerais faire de la philosophie du droit.
La philosophie du droit est une réflexion approfondie sur des données juridiques existantes, sur la nature du droit fondamentalement. Vous le savez, le droit a la source naturelle et ainsi que la source positive. La source positive n'est rien d'autre que les observations faites au sein de la société par rapport à ce que l'on constate qui conduit à la mise en place de l'arsenal juridique. C'est ça la philosophie du droit. Et le droit naturel qui s'appuierait sur l'inspiration de l'organisation même de la nature. L'harmonie de la nature peut aussi être source du droit. Alors, on réfléchit maintenant sur les textes existants pour en faire l'herméneutique, l'exégèse, ainsi que l'approche métaphysique pour déceler réellement si le lien est établi entre l'homme et les textes, s'il y a vraiment corrélation. C'est ça la philosophie du droit. Parlons maintenant de la Constitution. Est-ce qu'on peut faire de la philosophie du droit constitutionnel? La philosophie du droit constitutionnel, oui, on peut le faire. En ce qui concerne notre Constitution, publiée et promulguée le 18 février 2006, aujourd'hui, s'il faut parler changement, parce qu'on ne parlera plus révision, la révision constitutionnelle est constitutionnelle. C'est réglé dans la Constitution. Parce que chaque constitution, toutes les constitutions du monde, prévoient les dispositions pour la révision. Comme celle-ci a aussi prévu les dispositions pour sa révision. C'est clair, l'article 218, c'est clair, les matières à réviser sont clairement définies, mais la Constitution a verrouillé certaines dispositions. Des dispositions qu'on ne peut pas réviser. Alors, ces dispositions-là se trouvent dans l'article 220, comme tout le monde le sait. C'est regroupé en 6 pôles, comme je peux le dire. C'est la forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire et le pluralisme politique et syndical. Voilà les 6 matières qui sont verrouillées à l'article 220. Mais qu'est-ce qui se passe? L'article 220 n'est pas verrouillé. L'article 220, c'est un verrou placé dans la Constitution. Mais cet article lui-même n'est pas verrouillé. L'article 220. Parce que certains disent qu'on peut réviser l'article 220. Oui, l'article 220 n'est pas verrouillé. C'est les matières contenues dans l'article 220, c'est un verrou placé à la Constitution qui verrouille les articles. Parce que là, il faut qu'on fasse la nuance. Alors, quels sont les articles qui sont verrouillés dans la Constitution? Je prends par exemple l'article 1er, la forme républicaine de l'État. Donc, on ne peut pas toucher à l'article 1 de la Constitution. L'article 1 de la Constitution ne peut pas être touché. C'est ça la philosophie du droit. Donc, les débats ne peuvent pas être autour de l'article 220. Les débats, c'est autour des articles qui sont verrouillés par l'article 220. L'article 220 n'a pas énuméré les articles verrouillés, mais a énuméré les matières. Mais les matières là, les principes verrouillés, les matières à ne pas réviser, mais ces matières se trouvent dans des articles au sein de la Constitution. L'article 1er de la Constitution est verrouillé. Quand on dit la forme républicaine de l'État, mais l'État congolais, c'est une république. Alors, la science politique, la philosophie politique enseigne qu'en ce qui concerne la forme, nous n'avons que 2 formes d'un État. Soit on est une monarchie, soit on est une république. Quelle est la forme de l'État congolais? C'est une république. Ça ne peut faire objet d'aucune révision constitutionnelle pour qu'on dise que tel qu'on est là, devenons un royaume. Il y a un royaume, une monarchie, ça ne peut pas se faire. Alors, il est aussi dit que dans la déconcentration, nous avons la forme de l'État qui est soit une monarchie, soit une république, mais ça devient aussi un État unitaire, soit on est unitaire centralisé, soit on est unitaire décentralisé, soit on est un régionalisme, etc. Alors, l'État congolais, il n'est pas clairement défini que nous sommes un État unitaire décentralisé. Mais au regard de la forme de l'organisation politique, nous concluons par dire que nous sommes un État unitaire décentralisé. L'organisation politique et administrative. Oui, donc ce n'est pas seulement l'article 1er de la Constitution qui parle de la forme républicaine de l'État, mais c'est aussi en tant qu'État unitaire décentralisé, vous avez des matières qui sont l'exclusivité du pouvoir central, vous avez des matières qui sont aussi l'exclusivité du pouvoir provincial, du gouvernement provincial, mais aussi la collaboration entre gouvernement central et gouvernement provincial. C'est ce qui
sont inclus dans les articles 201, 202, 203, 204, 205 Donc, et 206. autrement dit, ces dispositions aussi sont verrouillées. Ils sont verrouillés parce qu'on parle de la On forme n'y touche pas. de l'État, on ne peut pas toucher. On ne peut pas changer la forme de l'État en tant qu'unitaire décentralisé. On ne peut pas changer la forme de l'État en tant que république. Ça, c'est verrouillé. Vous avez les principes de suffrage universel. C'est l'article 70. C'est l'article 70. Non seulement l'article 70, c'est aussi l'article 101 et l'article 197. C'est là où on trouve les principes de suffrage universel. Parce que là, les élections des députés nationaux et députés provinciaux, ce sont des élections qui doivent toujours se tenir au mode de suffrage universel. C'est ce qui est prévu dans ces dispositions de la Constitution. Alors, lorsqu'on parle de la forme représentative du gouvernement, le gouvernement représente, c'est ça, l'article 90, qui est clair que le gouvernement émane, c'est une représentation nationale. Quand on dit représentation nationale, on sous-entend que les grandes aires linguistiques doivent être représentées dans le gouvernement. Nous ne devons pas avoir seulement une aire linguistique, une aire culturelle dans le gouvernement, mais au moins les grandes représentations doivent être dans le gouvernement de tous les 4 coins du pays. L'article 90 ne peut pas être révisé, c'est verrouillé. En ce qui concerne le nombre et la durée des mandats, c'est l'article 70. Et si aujourd'hui, ça fait couler encre et salive, vous suivez ce que dit l'opposition. L'opposition voudrait qu'on ne puisse pas parler changement parce que ça accorderait la virginité électorale à Félix Tshisekedi qui va remplir. Voilà, il va certainement remplir en disant que non, on répare à zéro. Joseph Kabila pourra aussi revenir comme candidat. Donc c'est vraiment contraire à zéro, le tabula rasa. L'article 70 est verrouillé, on ne peut pas toucher. L'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est repris dans les articles 151 et 152. C'est verrouillé. On ne peut pas dire que le pouvoir judiciaire désormais aura des injonctions du pouvoir exécutif. Non, c'est verrouillé. Et enfin, vous avez le pluralisme politique. Le pluralisme politique aussi, c'est verrouillé, c'est l'article 6 et l'article 7. Le pluralisme politique dit par exemple que chacun peut créer librement son parti politique et que le Congo ne peut pas revenir à l'article 7, ce qui est dit, à un État, à un régime des partis-États. Voilà les matières qui sont verrouillées dans notre Constitution. Très cher John, si on veut parler changement, c'est-à-dire on veut toucher ne serait-ce qu'à l'une des dispositions verrouillées. Parce que le principe du droit constitutionnel prévoit qu'on ne peut pas sauter les verrous. Le verrou ne peut pas être sauté. Non, on peut faire sauter ces verrous. Les verrous, on ne peut pas faire sauter les verrous. L'article, le principe du droit constitutionnel l'enseigne. C'est vraiment pour laquelle on parlerait changement, si et seulement si on veut toucher à l'une des dispositions verrouillées. Alors, prenons par exemple l'article 6. Si aujourd'hui on analyse maintenant les opportunités qui pourraient conduire au changement de la Constitution, analysons avec acuité l'article 6 qui dit que tout Congolais peut créer son parti politique. Nous avons plus de 950 partis politiques. Jusqu'à 2028, et s'il y aura élection, si on conserve l'actuelle constitution, nous aurons plus de 1000 partis politiques. Mais voyez ce qui se passe, nous versons dans une sorte de tohu-bohu rationnel, à telle enseigne que les partis qui ont la même idéologie parfois s'affrontent plutôt des coalisés. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, je reviens encore sur ça, que l'UDPS et le PPRD ne coalisent pas parce qu'ils ont la même idéologie, les social-démocraties. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils puissent s'affronter? Parce que c'est une question de positionnement. Donc l'agir politique a été même mal défini dans notre pays, à telle enseigne qu'on fait la politique pour soi et non pour servir le peuple. Parce que si c'était seulement pour le salut du peuple, l'UDPS et le PPRD seraient dans une même famille politique en tant que parti socialiste, en train de travailler ensemble pour offrir à la population la meilleure des vies possibles. Si on compare même au cours de l'historique, en ce qui concerne la gestion de la chose publique, le PPRD a eu le programme comme 5 chantiers, a eu le programme comme Révolution de la modernité, mais les contenus de ces programmes-là ne diffèrent en rien au contenu des programmes de Chile et Gelou, par exemple, et PDL 145 territoires, parce que la visée, c'est toujours la reconstruction, la construction dans le but d'offrir à la société, à la population la meilleure de vie possible. Mais qu'est-ce qui fait à ceux qui s'affrontent?
C'est simplement parce que c'est une question de positionnement. Les uns diront non, nous ne voyons pas les choses de la même manière, nous n'avons pas les mêmes objectifs, mais c'est la même idéologie. Est-ce qu'il faudra qu'on puisse continuer à ces désordres rationnels où on ne sait pas exactement les idéologies politiques qui existent dans notre pays et tout le monde pourrait créer son parti politique avec des conséquences néfastes? 500 postes à l'Assemblée nationale, on a environ 20 000 candidatures pour 500 postes. Ce sont des choses... C'est scandaleux. C'est vraiment, il faut apporter votre nom, c'est scandaleux. Et depuis 2011, vous savez le nombre de candidats que nous avons. Mais si nous créions des grands groupes, si on réfléchissait, qu'on puisse réorganiser les choses dans notre pays, qu'on emprunte un peu la manière des Américains. Mais c'est cette réflexion qui nous amène au changement. Exactement, cela peut conduire au changement. Je présente les matières qui peuvent conduire au changement de la Constitution. Et je vais présenter vous trouvez cette option possible? Moi, personnellement, pour l'élégance politique, pour l'élégance même de la rationalité, je n'aimerais pas ce qu'on procède toujours dans cette ouïe rationnelle. Parce que aussi, on faisait par exemple comme les États-Unis d'Amérique. Ça pourrait nous faciliter la tâche. On a des grands courants, les démocrates et les républicains. Il y a des idéologies à l'intérieur. Souvent, ils s'alternent. Voilà, exactement, ils s'alternent par rapport au programme qu'ils présentent. Et là, vous ne verrez pas 10 000 candidatures pour les congrès américains. Vous n'aurez pas 5 000 candidatures, c'est clair, le nombre de candidatures est connu. On fait les comptages, à la fin on a les républicains, on a les démocrates, on définit qui a la majorité et puis on avance. Mais aujourd'hui, voilà, avec la difficulté qu'il y a, pour même qu'on soit en mesure de faire élire les députés nationaux ou provinciaux, bref, c'est très compliqué. Donc cette matière-là peut conduire au changement de la Constitution, si et seulement si on veut faire en sorte que la politique soit bien gérée. Maintenant, prenons encore un cas en ce qui concerne les pouvoirs judiciaires. Parce qu'il est dit à l'article 151 que le pouvoir judiciaire est indépendant. Mais s'il faut parler changement, ce n'est pas tous les discours qu'on présente en ce qui concerne, par exemple, l'article 217. L'article 217 ne peut pas occasionner le changement de la Constitution. Voilà, l'article 217, ça fait débat. Si on veut parler de l'article 217, on fera simplement révision et on conserverait cette Constitution. La même. On peut supprimer cet article, c'est tout. On peut insérer la négation plutôt que de garder la forme affirmative de la phrase. C'est une révision constitutionnelle simple. Donc l'article 217 ne peut pas nous conduire au changement de la Constitution. On n'a qu'à réviser, ce n'est même pas une disposition verrouillée. On peut conclure des traités ou des accords d'association, ce n'est même pas verrouillé. Donc on ne peut pas dire que l'article 217 doit nous conduire au changement. Ce n'est pas un article verrouillé. Il suffit juste aujourd'hui là. Et les matières ici ne sont pas non plus contenues dans l'article 220. Pas du tout. Pas du tout. Parce que je vous ai énuméré les articles verrouillés. L'article 217 n'est pas verrouillé. Donc un député national demain peut initier une motion. Dans 3 jours, on valide et puis on modifie cet article, on promulgue et c'est tout. C'est très simple. Donc on peut juste insérer peut-être la négation ne peut conclure. C'est une révision. Ou on supprime carrément cet article et on conserve notre constitution. Vous comprenez, il y a des matières qui peuvent conduire au changement et des matières qui peuvent conduire simplement carrément à la révision. L'article 217, si ça pose problème, mais c'est cet article qu'on a exploité. Si on a accédé à l'EAC aujourd'hui, c'est parce que cet article existe, mais ce n'est pas l'article 217 qui nous a conduit à l'EAC. C'est l'article 215. Les traités et les accords internationaux régulièrement conclus ont de leur application une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord sur l'application. Mais est-ce l'article 217 dérange? L'article 217 ne dérange pas, mais donc peut. C'est mal interprété. Non, l'article 217 ne dérange pas, mais peut déranger. Peut déranger dans quel contexte? Parce que ici, je profite de votre caméra pour éclaircir sur la notion de souveraineté. Parce qu'on parle d'intégrité territoriale et souveraineté. L'intégrité territoriale est un élément de la souveraineté. Parce qu'on dit non, on n'a pas cité les territoires, mais les territoires c'est une composante de la souveraineté. La souveraineté se trouve dans cette constitution à l'article 9. Il est écrit: l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux, les forêts, les espaces aériens, fluviaux, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. C'est ça la souveraineté. Alors, l'article 217 dit la cession d'une partie de sa souveraineté. Ce qui veut dire ceci.
La cession d'une partie de la souveraineté n'est pas la cession des terres reprise dans l'article 214. Ce n'est pas la cession des terres. La partie de souveraineté, c'est-à-dire vous conservez toujours votre terre, votre sol et votre sous-sol, mais la gestion, par exemple, du sous-sol est entre les mains des étrangers. C'est ça la cession partielle de la souveraineté. Parce qu'on dit la République catholique du Congo, l'article 9, exerce sa souveraineté sur le sol et le sous-sol. Je prends le cas. L'article 214 nous conduit à la signature des traités de l'EAC. Les militaires de la communauté de l'EAC, quand ils sont venus au Congo, mais vous le savez, les FARDC n'avaient plus accès à certains territoires. C'est ça la cession d'une partie de notre souveraineté. Alors, en ce moment... Mais c'est tout de même dangereux. Voilà, c'est quand même dangereux parce que vous pouvez être appelé à céder une partie de votre souveraineté. Alors, si nous, en tant qu'État, nous ne sommes pas d'accord de céder une partie de notre souveraineté, mais que nous restions en ce qui concerne les traités et accords internationaux, on respecte carrément l'article 215. En ce moment-là, nous pouvons simplement supprimer l'article 217. Ça ne peut pas nous conduire au changement de la Constitution. Donc s'appuyer sur cette disposition de l'article 217 pour changer la Constitution, c'est tout simplement un prétexte. En tout cas, ce n'est pas un argument valable. C'est un argument qui ne serait pas logique pour évoquer le changement de la Constitution. On peut évoquer la révision, on supprime cet article, rien ne va changer. Même l'article 51 qui nous demande d'accorder beaucoup plus d'opportunités aux minorités. Si nous ne sommes pas d'accord avec ça, on supprime carrément cette disposition parce que ce n'est pas verrouillé. C'est ça la révision. Vous savez, 6 ans après la promulgation, je peux dire 5 ans, juste 5 ans après la promulgation de cette constitution, il y a eu rétropédalage, même de la part de ceux qui ont contribué à la rédaction de cette constitution. Nous sommes en 2010. Au mois de novembre, il y a eu des débats autour de certaines dispositions de cette constitution 5 ans après sa promulgation. L'exemple, à l'instar de l'article 149, il a été évoqué à l'article 149 lors de la rédaction et la promulgation de cette constitution que le parquet faisait partie des titulaires du roi, des titulaires du pouvoir judiciaire. Mais 5 ans après, on s'est rendu compte que le parquet ne pouvait pas faire partie des organes titulaires du pouvoir judiciaire. Ça a été supprimé, c'est l'article 149, l'alinéa 1er, ça a été révisé en 2011. Donc si on n'est pas d'accord avec certaines matières, qu'est-ce qu'on fait? On révise carrément. La Constitution n'a qu'un seul amendement jusqu'alors, c'est l'amendement de 2011. On peut être au 2e comme au 27 amendement, pour les États-Unis ça fait 2 siècles. Ça ne dérange pas. Alors, mais si on veut changer les contenus verrouillés, en ce moment-là, on déboucherait sur le changement de la Constitution. Olivier Sambay, je ne vous demanderai pas des dispositions ou des matières. Je vous demanderai une seule matière, une seule disposition qui, d'après vous, militerait en faveur du changement de cette Constitution. En dehors du pluralisme politique pour l'élégance dans l'agir politique congolais qui ne permettrait pas que tout le monde verse dans la politique, pour ne pas compter 1000 partis politiques, 1200 partis politiques, où on a les républicains, les démocrates ensemble, les socialistes, les pro-démocrates, les communistes, les écoles, tous ensemble. Bon, c'est vraiment du tohu-bohu irrationnel. Vous comprenez que c'est pas propre. Il faut qu'on ait 2 courants, ce que nous nous proposons, 2 ou 3 à... Ah non, rien que pour ça, on peut changer. Et donc pour ça, on peut changer des constitutions pour l'élégance, parce que les verrous, si on est élégant en politique, pour respecter les principes... Mais certains ne voient pas l'utilité aussi du Sénat, des assemblées provinciales. Oui, on arrive. Ça aussi, c'est les changements. Non, laissez-là, ça peut conduire... À la révision. À la révision, pas les changements, parce que ce n'est pas une matière... On parle de... La forme représentative du gouvernement, les partenaires... Non, on parle de pouvoir, de l'autonomie des provinces, le pouvoir des provinces ne peut pas être restreint dans cette constitution. Mais si on... les Sénats d'ailleurs, le Sénat c'est l'émanation des provinces. Le Parlement d'ailleurs, cette constitution est claire, n'a pas à enjoindre ou à traiter les matières spécifiques de chaque province. C'est juste par une dérogation qu'ils peuvent intervenir.
Mais les gestions sont, les provinces sont gérées indépendamment. Donc supprimer les Sénats, supprimer les assemblées provinciales, ce n'est pas des changements. Ce n'est pas par une simple révision, c'est une révision, un simple amendement. Ça ne peut pas, on a supprimé les parquets, non? On a supprimé les parquets comme titulaires. C'est pas restreindre les pouvoirs des provinces. On a supprimé les parquets comme titulaires du droit. Ça n'a pas conduit au changement de la Constitution, c'est juste une révision. Alors, voilà les matières qui peuvent conduire au changement de la Constitution. C'est l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il y a eu... bon, on n'en parle pas encore parce qu'il n'y a pas eu un projet, je n'aimerais pas en parler parce qu'il n'y a pas eu de promulgation des États généraux de la justice. Il a été proposé la suppression du Conseil supérieur de la magistrature au profit de remplacement des conseils supérieurs de la justice. Le Conseil de justice n'est pas un concept purement judiciaire. Le concept de justice est un concept philosophique qui s'ouvre d'abord à la justice. Oui, mais c'est ce qu'on a dit, la justice n'est pas que l'affaire des magistrats. Exactement, ce n'est pas que l'affaire des magistrats, mais là il s'agit de quelle justice? La justice transitionnelle, c'est l'affaire des magistrats seulement. La justice distributive n'est pas l'affaire des magistrats. En ce moment-là, l'État doit décider à distribuer les richesses. La distribution des richesses n'est pas judiciaire, c'est économique. La justice, c'est socio-économique. Ah, merci beaucoup, vous avez compris. C'est socio-économique, c'est pas judiciaire en ce moment-là. La caisse de péréquation n'est pas judiciaire. Lorsqu'on va dire que non, les provinces les plus riches puissent mettre à profit la production des richesses pour développer les provinces moins riches, en ce moment-là, ce n'est pas judiciaire. C'est socio-économique. Mais on parlerait de la justice distributive en ce moment-là. Les concepts de justice pris dans un angle purement judiciaire, ça pourrait conduire, voilà, dans ce contexte-là, au remplacement. Mais lorsque il est proposé à ce que le ministre de la Justice fasse partie du Conseil supérieur de la Justice, en ce moment-là, le pouvoir judiciaire est inféodé par le pouvoir exécutif. Quand bien même, avant même d'en parler, parlons d'abord de cette constitution, parce que là c'est un projet à venir. On ne sait pas si ça sera validé par les chefs de l'État. Mais cette constitution est organisée de ce sens que le pouvoir judiciaire est inféodé par le pouvoir exécutif. Je vais vous le démontrer. Nous sommes à l'article 82. Très cher John, cette constitution a défini l'organisation indépendante de chaque pouvoir. Le pouvoir exécutif est organisé de façon indépendante. La nomination des ministres n'exige pas à ce que tous ces ministres soient issus de la majorité parlementaire, c'est seulement le Premier ministre. Le Premier ministre est issu du Parlement, de la majorité parlementaire, mais pas les membres de son gouvernement. Vous voyez? Alors, cette constitution n'a pas défini le bon fonctionnement du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est une composante du pouvoir exécutif selon notre constitution. Inféodation. Il n'y a pas une nette séparation du pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire. Le pouvoir judiciaire est inféodé par le pouvoir exécutif. Je vous donne l'article 82. Les présidents de la République nomment, relèvent de leurs fonctions et, les cas échéants, révoquent par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. L'alinéa 2, c'est là où tout trouve le problème. Les ordonnances dont question à l'alinéa précédent sont contresignées par le Premier ministre. Le contreseing du Premier ministre sur la nomination et la révocation des magistrats vient faire quoi dans une ordonnance qui concerne les matières exclusives du pouvoir judiciaire. Ça vient faire quoi? Le pouvoir judiciaire est inféodé par l'exécutif en ce moment-là. Donc, les gouvernements, le Premier ministre, c'est le gouvernement. Le président de la République, c'est l'institution président de la République. Les deux font partie du pouvoir exécutif. Mais pourquoi en ce moment-là, la totalité du pouvoir exécutif signe l'ordonnance qui nomme ou qui révoque les magistrats? Quand il s'agit de matières parlementaires et qu'il faut une signature du chef de l'État, il n'y a pas contre-seing du Premier ministre. Pourquoi seulement pour des matières judiciaires? Là encore, c'est une question, on réfléchit. Il y a un raccordement. En tout cas, il faut qu'on réfléchisse avec tous les constitutionnalistes, tous les intellectuels, qu'on voit ici réellement, il y a une nette séparation. D'où le changement de la Constitution.
la réorganisation des choses pourrait conduire à cela. Alors, vous avez aussi l'article 164 qui dit la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Donc, la procédure pour la destitution du président de la République est définie par cette constitution. Mais là où les bas blessent, l'ancien président, l'ancien Premier ministre, là où les bas blessent, c'est l'article 153, non 149. Il est dit ceci: les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Ouais. Rendu au nom du peuple congolais, mais exécuté. C'est-à-dire la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple, mais les arrêts sont l'exécution, c'est le chef d'État. au nom du président de la République. L'article 164 dit la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République. La procédure est définie au cas où il faudrait destituer le président de la République ou le président de la République est condamné par une action. On l'exécute au nom de qui? Par une action judiciaire. L'article 167, en cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. Mais moi je me pose cet arrêt de la Cour constitutionnelle sera exécuté au nom de qui? Non mais je vois qu'ils sont déchus au niveau du Parlement. Pardon? Non, il y a des matières pour le Parlement et des matières pour la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? C'est défini si on n'a pas assez de temps pour entrer. La décision des poursuites... Il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Sont à la moitié des 2 tiers du Parlement, les congrès et procédures prévues par le règlement intérieur. Là, c'est la décision des poursuites, pas de déchéance. La décision des poursuites, on poursuit le serveur. La décision des poursuites ainsi que la mise en accusation des membres. Donc la décision des poursuites est politique, mais la déchéance en soi est judiciaire. Judiciaire. Alors, il y aura un arrêt de la Cour qui condamne le président de la République pour avoir violé, parce que les matières sont... trahison. En ce moment-là, l'arrêt sera exécuté au nom de qui? Du président déchu. Donc le président, on exécute l'arrêt. Est-ce que vous avez déjà vu l'arrêt de la Cour? C'est dit, nous, Félix Tshisekedi, on écrit le nom du président et puis on ajoute sa fonction après. Et après, les matières qui suivent rendent l'arrêt. Et en ce moment-là, comment sera composée cette décision de la Cour? Ce serait toujours au nom du président de la République pour destituer... Au nom du président de la République. Bon, voilà. L'arroser en fait. C'est une matière à réfléchir en ce qui concerne l'indépendance de la l'indépendance de la justice. Jusque-là, nous mettons beaucoup plus l'accent sur les changements. Mais y a-t-il aussi des dispositions contenues dans cette même constitution qui, pour le moment, nous empêcheraient de traverser le Rubicon, si je peux me permettre? C'est-à-dire, là, je voulais vous aborder par rapport à la question d'opportunité. Y a-t-il l'opportunité vraiment? On ne peut pas passer autrement, éviter cette phase-là du changement de la Constitution. Il y a possibilité de rester... On ne peut pas trouver une solution médiane. La solution médiane peut être trouvée si et seulement si on quitte l'aspect purement politicien. Parce que si il y a encre et salive qui sont en train de couler, simplement parce que tout tourne autour de l'article 70. Si aujourd'hui les garanties sont données et qu'il n'y aura pas une virginité électorale accordée à l'actuel chef de l'État, tout le monde sera pour le changement. L'opposition va se taire et va accepter le changement. Donc en fait, les vrais débats ici, c'est autour de la personne de Félix Tshisekedi. Exactement, parce que les opposants voudraient à ce que 2028, que Félix Tshisekedi présente son dauphin. Et ils espèrent aussi... Estimez-vous que leur crainte est fondée? Qu'il y a des sérieuses craintes qu'il y ait une brèche et que Félix Tshisekedi rempile pour un 3e mandat. C'est tout à fait logique, papa. Quand on change la condition, c'est tabou la rasa.
Donc, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, c'est la table rase. Même Joseph Kabila pourrait revenir pour postuler. C'est la table rase. Et lorsqu'on révise la Constitution, on promulgue la nouvelle Constitution, ça ne prend pas beaucoup de temps pour organiser les élections dès lors que la Constitution est promulguée. On a promulgué la Constitution en février 2006. Il y a eu l'élection au mois de juin, non? En 2006. Ce serait quelques mois qui vont suivre pour organiser les élections. Donc avant 2028. Avant 2028, on aura élection si jamais. Mais surtout qu'on parle aussi du référendum. Donc il y aura. Oui, mais écoutez, il y a eu décembre 2005, référendum. Février 2006, promulgation de la Constitution. Juin 2006, juin et juillet 2006, il y a eu élection. Même pas une année. Avec quels moyens? Mais voilà, les moyens étaient trouvés à l'époque. Et je pense que l'État ne va pas justifier le fait qu'il n'y a pas de moyens. Parce que ça va coûter quand même 3 milliards de dollars. Il faut qu'on réfléchisse maintenant une décision rationnelle entre 3 milliards à dépenser pour doter le pays d'une nouvelle constitution et 3 milliards à investir pour des projets socio-économiques qui vont écoles, à la population la meilleure possible. Qu'est-ce qu'on choisit? Les choix clairs. Les choix doivent être opérés par ceux qui détiennent les pouvoirs politiques. Les choix de la raison. Mais ça doit être les choix de la raison. Les choix de la raison serait quoi? Serait de résoudre les problèmes congolais. Parce que les problèmes congolais n'est pas constitutionnel. Mais si cette constitution nous bloque les autorités à résoudre les problèmes des Congolais. Bon, ok. Je répète encore, la décision du changement de la constitution, c'est une décision politique et une décision politicienne. La décision de la révision, c'est une décision politique, mais rationnelle en même temps. Parce qu'en ce moment-là, si on veut réviser, c'est parce qu'on a trouvé peut-être un danger. Je prends par exemple l'article 71 révisé en 2011, avait pour finalité de faire quoi? De rationaliser les dépenses publiques. Ah oui, on n'aille pas au-delà des milliards pour organiser les élections. Un seul tour, un point c'est tout, on passe à autre chose. Parce que des tours, c'était quand même coûteux. C'est ça la raison qui a été évoquée en 2011. Voilà, ça peut se justifier, c'est rationnel. Et réfléchir en ce moment-là. Alors, le problème congolais n'est pas la Constitution. La Constitution ne peut pas bloquer la gestion du pays. Cher John, nous pouvons prendre cette Constitution et la suspendre. Cette Constitution a été suspendue. Non, cette même Constitution a été suspendue 3 fois. Cette Constitution. Elle a été suspendue en 2013 lors des concertations nationales. On a fonctionné sans Constitution. La Constitution a été suspendue en 2015. En 2016, lorsqu'on a nommé Sami Badibanga Premier ministre, ce n'était pas la Constitution. On n'a pas utilisé cette Constitution en 2016. Quand on a nommé Sami Badibanga Premier ministre, quand on a nommé Bruno Tshibala Premier ministre, on n'a pas utilisé cette Constitution. Bruno Tshibala était nommé ministre sur base de quel article de la Constitution? Accord politique. Voilà, accord politique. C'est-à-dire politiquement, on peut prendre des décisions pour bien gérer aussi la chose publique. Ça n'a rien à voir avec le fait que la Constitution peut bloquer le fonctionnement de la chose publique. Nullement, immanquablement. Alors, ce qu'il faut résoudre, c'est le problème congolais. Parce que le changement, c'est bien beau, on peut évoquer beaucoup de dispositions. Cette Constitution, on peut réviser même 50 articles. L'accord politique pourrait aussi conduire à ce qu'on révise la Constitution. Parce que l'accord politique est au-delà même de la Constitution. L'accord politique est au-dessus de la Constitution. L'accord politique suspend la Constitution. Suspend même la Constitution. Nous avons le dialogue de la cité de l'OIA qui a engendré Sami Badibanga, Premier ministre. Ça avait suspendu la Constitution. Le dialogue de la Senko. Le dialogue de la Senko qu'on a appelé Saint-Sylvestre. Ça suspendit la Constitution. C'est-à-dire l'accord politique consensuel. Accord politique consensuel suspend la Constitution. Cela peut aussi justifier le fait que les chefs de l'État disent que voilà, rien ne peut empêcher à ce que l'on évoque le changement de la Constitution. Parce que si c'est une décision politique, mais cette fois-là, ça doit être une décision consensuelle, pas unilatérale. Tout est question de consensus. Consensus. C'est la raison pour laquelle vous avez entendu certains ténors de l'opposition parler des dialogues. Parce qu'il faut qu'il y ait un consensus pour aboutir à un changement de la Constitution. Il faut qu'il y ait une décision politique efficace pour parler du changement de la Constitution. Mais ce qu'il faut résoudre, c'est les problèmes congolais. Le changement de cette Constitution peut ouvrir la brèche
à des changements interminables des constitutions. C'est ça les dangers. C'est ça aussi les dangers. Si quelqu'un d'autre arrive au pouvoir, trouve qu'il y a des choses qui ne lui permettent pas de gérer, il va changer, il va dire l'autre avait changé, pourquoi pas nous? C'est très dangereux de procéder de cette façon. Alors, les changements, que vous les disiez ou non, ça va accorder la virginité électorale et à Joseph Kabila et à Félix Tshisekedi. Ils pourront revenir. Et s'il y a changement, je ne pense pas qu'il y aura des limitations des mandats. Qu'il y ait des limitations ou non, on va toujours passer à la virginité électorale. Est-ce qu'il faudra vraiment qu'on fasse les changements? Non. Alors là, vous dites non. Non, je dirais non, simplement parce qu'il faut chercher à résoudre les problèmes. S'il faut faire les changements dans les contextes où il faut chercher à résoudre les problèmes de la gestion du pays, les problèmes de la gestion du pays ne se retrouvent pas dans la Constitution parce que je viens de démontrer qu'on a suspendu cette Constitution à un certain moment pour gérer la chose publique. Je donne le cas de Sami Badibanga et de Bruno Tshibala, ça ne fait même pas 10 ans, c'est 7 ans passés. Alors, s'il faut parler de la, du changement de la Constitution, en prétextant que ça empêche le pays, non. Le problème congolais, c'est quel problème? C'est un problème éthique. Personnellement, nous avons fait une proposition. Les hommes et les femmes vertus. Voilà. Pour une société des personnes vertueuses, c'est ce que je suis en train de militer avec mon expert. Nous voulons que nous soyons une société des personnes vertueuses. La vertu, c'est la disposition constante à toujours bien agir. Dès lors que nous avons des personnes vertueuses à la gestion de la chose publique, dans tous les secteurs de la vie nationale, nous ne saurons même jamais parler de constitution en ce moment-là. Parce que ces personnes-là travailleraient pour le bonheur de la population. Ne chercheraient pas leurs intérêts, mais par contre l'intérêt de la population. Nous avons fait une proposition à l'autorité politique pour mettre en place les conseils nationaux d'éthique. Il y a eu déjà une disposition au niveau du ministère de la Santé, Programme national de santé mentale. Ça, c'est à féliciter. Mais le problème éthique, les conseils nationaux d'éthique, pour essayer un peu de changer notre mentalité en tant que Congolais, pour qu'on s'ouvre à la raison, à la rationalité ainsi qu'à la moralité. Voilà les problèmes congolais. Parce que si aujourd'hui, nous changeons cette constitution, pensant que ça va résoudre le problème, ça ne va rien résoudre. Qu'est-ce que cette constitution empêche, par exemple, à ce que le pays soit géré aujourd'hui? Parce que nous avons les institutions qui sont en place. Toutes les institutions prévues à l'article 69 existent. Nous avons l'institution président de la République, le président de la République est là. Nous avons l'institution gouvernement, le premier ministre est là et tous les membres du gouvernement. Nous avons les cours et tribunaux et nous avons le Parlement. Toutes les institutions sont mises en place. Qu'est-ce qui empêcherait les pays d'être gérés? Absolument rien. Lorsque nous avons signé les traités et accords internationaux, on a toujours utilisé cette constitution pour en arriver. Donc le changement de la constitution, si la position de l'autorité politique actuelle voudrait rester telle qu'elle, voilà les préalables à remplir. S'il faut parler changement, premier préalable à remplir, il faut d'abord pacifier le pays. Toute l'étendue du territoire national. Là où se trouve la guerre, dans certains territoires de ce pays, on doit récupérer la gestion intégrale de ces territoires sous occupation. Si on ne récupère pas les territoires sous occupation, c'est un danger de balkanisation. Dans ce sens que, accorder une nouvelle constitution, c'est comme si on recourait à la théorie du caméléon, qui consiste à se suicider pour renaître. Ah, oui. Mais la renaissance du caméléon ne fait pas un nouveau caméléon, un nouveau type animal, non. Il reste toujours caméléon dans sa nature. Dans sa nature, mais il aura un autre esprit. C'est seulement la peau qui change. La peau qui change, il aura un autre esprit. Comme cette constitution, il y aura certes une nouvelle constitution, mais ça s'appellera toujours constitution, mais qui aura un autre esprit. C'est pourquoi Charles Montesquieu a parlé de l'esprit des lois. Les lois ont des esprits qui les animent. Donc on aura toujours la même constitution avec un nouvel esprit. Et en ce moment-là, quand on a un nouvel esprit, mais c'est tout l'être qui change en ce moment-là. Et lorsque l'être va changer, il faut passer par les référendums. Le référendum est différent des élections. Mais c'est un vote. C'est un vote référendaire. Qui va coûter aussi de l'argent. C'est un vote électif. Quand on vote référendum, on valide la Constitution dans sa gestion dans l'ensemble du territoire. Or, si
on ne pacifie pas les pays, les territoires sous occupation pourraient se déclarer indépendants. Si nous n'avons pas la force... D'où la balkanisation. Parce que là, jusqu'alors, nous n'avons pas la force de récupérer ces États. Et s'ils se déclaraient indépendants, aurons-nous la force de les récupérer? On peut faire du bruit pour que ces États ne soient pas reconnus mondialement. Mais je vous rappelle que Somaliland n'a toujours pas été reconnu, ça fait 30 ans, plus de 30 ans. Mais il y a des élections, il y a eu élections il y a 2 mois passés, Somaliland. Mais c'est un État au sein d'un État, mais qui ne dépend pas, voilà, et qui se considère comme indépendant, mais qui n'est pas reconnu par les Nations Unies. Mais ça fait 30 ans que ça existe. Ça existe comme... Et soyons très prudents, ces territoires-là sont des territoires prisés par les multinationales qui passent par le Rwanda. Ils vont nous amadouer pour dire que les États-là ne pourront pas être récupérés. Si on ne pacifie pas encore le pays, ça serait un danger. Les préalables à remplir, c'est de pacifier d'abord le pays, si et seulement si, politiquement, on voudrait aller dans la voie des changements de la Constitution. Donc récupérons d'abord nos territoires occupés, et les restes, on va en parler. Exactement, vous voyez, c'est ce qu'avait fait Joseph Kabila en 2003. Il a réuni tous les rebelles. Comme le président dit qu'il ne peut pas négocier avec les rebelles, dotons notre armée de la dissuasion qu'il faut pour mettre hors état de nuire, en dehors de nos territoires, tous ces rebelles. Et là, en ce moment-là, les territoires, là, quand on fera les référendums, vont aussi voter. Et personne ne pourra oser parler de la balkanisation. Voilà les préalables les plus importants à remplir avant de parler changement de constitution. Olivier Sambay, des philosophes, je pense que vous avez été suffisamment clair. Certainement, on va revenir, là, vous l'avez dit, des débats ne fait que prendre d'autres contours, d'autres allures. Nous aussi, nous serons à l'affût pour voir quelle est la couleur, quelle est l'allure que ce débat va prendre pour venir encore vous consulter. Oui, nous sommes disponibles. Aujourd'hui, j'ai présenté le premier aspect lié au pouvoir judiciaire. Vous avez compris les caractères illogiques contenus dans la Constitution, c'est concerne le pouvoir judiciaire. Nous allons peut-être parler prochainement des caractères illogiques contenus dans le pouvoir exécutif suivant cette Constitution. Et les caractères illogiques contenus dans le pouvoir législatif. Et là, ça pourrait permettre à ce que l'on comprenne tous les caractères illogiques contenus dans cette Constitution par rapport à certaines dispositions. Merci Olivier Sambay des philosophes. Les rendez-vous est donc pris avec Olivier Sambay des philosophes. Merci d'avoir été des milliers de suivre. On se retrouve tout prochainement, encore une fois. Bonne année chez vous.